Une jeune femme révise tranquillement ses examens. Deux officiers de police effectuent une patrouille de routine. Une famille tombe en panne d'essence en rentrant d'une fête. Leurs chemins vont se croiser. Pour le pire. Nous avions deux noms, mais un seul était bien réel. Et il fallait qu'on commence à chercher celui qui le portait vraiment. Il ne fait aucun doute que les pertes humaines auraient été conséquentes. Il n'a pas cherché à cacher qu'il était à Melbourne. Ils l'ont remarqué parce qu'il n'arrêtait pas de manger des sucettes. Il avait bien relevé le capot, mais il ne s'intéressait pas du tout au moteur. Il avait sans aucun doute un rapport avec tout ça, mais il pouvait aussi être la cible. Tout ce qu'il est possible de faire pour permettre l'identification du corps sera mis en œuvre. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour une nouvelle enquête impossible inédite. Des terroristes organisent dans ses moindres détails un attentat à Melbourne. Selon leur plan, les dégâts devraient être considérables et le nombre de victimes élevé. Mais ils commettent deux erreurs. Ils utilisent un détonateur doté d'un mécanisme très sophistiqué et ils confient à un novice le soin de le déclencher. En mettant à contribution la plupart des techniques médico-légales, les experts parviendront-ils à démanteler la filière et à arrêter les comploteurs avant qu'ils ne quittent le pays? On venait de finir de régler des questions de licence dans un hôtel sur Punt Road. On parlait avec le gérant devant l'entrée quand j'ai entendu une explosion terriblement puissante. Notre première réaction a été de dire « ça gronde ». On a rigolé un peu, mais quand on a regardé vers le ciel, on a vu qu'il était magnifique, c'était une nuit claire et étoilée. Je suis tout de suite allé à la voiture et j'ai appelé par radio le centre de communication. Je les ai informés de ce que j'avais entendu et au même moment, ils commençaient à recevoir les premiers appels. Ils ont dit qu'il y avait eu une explosion à l'angle de Caroline Street et de Toorak Road à South Yarra. Sur la route, au début, on ne voyait rien, mais quand on est arrivé à proximité, les lumières ont éclairé du verre et des débris partout sur la chaussée. J'ai entendu les autres unités de police arriver et bien sûr les pompiers qui étaient déjà sur les lieux à ce moment-là. Il y avait plusieurs feux. Beaucoup de magasins avaient subi des dégâts considérables. L'hélicoptère survolait les lieux pour éclairer. Sur la fréquence de la police, on entendait différentes versions. Certains suggéraient qu'il s'agissait d'une explosion due au gaz et d'autres d'une bombe. Le feu avait pris à l'intérieur de quelque chose. Il y avait un pressing au coin de la rue. Ça pouvait avoir un rapport. On ne savait pas à quoi on avait affaire à ce moment-là. Au début de toute enquête criminelle, le téléphone arabe est un vrai problème. Au moment où ils arrivent aux oreilles de la police, les témoignages sont visiblement exagérés, alors il faut prendre du recul. Quelqu'un a hurlé qu'il y avait une personne dans l'allée, et j'ai distingué la silhouette de quelqu'un dans les flammes. On s'est précipité vers la jeune femme qui était en état de choc. Je me souviens qu'elle était à peine capable de nous parler. Elle nous a quand même dit qu'elle était étudiante à l'université et qu'elle était en train de réviser dans l'un des bureaux en haut. Quand l'explosion a eu lieu en dessous, sans comprendre ce qui se passait, elle a fui le bâtiment et s'est réfugiée dans l'allée où nous l'avons trouvée. On l'a attrapée, laissée aux mains des ambulanciers, et on est retourné évacuer les gens, sécuriser le périmètre et garder la foule à distance, parce qu'il faut toujours se méfier d'une éventuelle explosion secondaire.
Il était clair qu'il s'était passé quelque chose, mais on ne savait pas exactement quoi. Donc on a isolé la scène de crime et appelé les experts nécessaires dans ces cas-là. La brigade des incendies criminels, la brigade des vols à main armée, la brigade criminelle, tous étaient dans leur véhicule et avaient pour consigne de rester dans le périmètre. Des agents en uniforme régulaient la circulation. Et comme ils étaient assez exposés, on les protégeait parce qu'on ne savait toujours pas si c'était un acte criminel, ni si les criminels étaient encore sur les lieux. Le groupe d'intervention spéciale avait beaucoup de travail pour sécuriser la scène de crime. En m'approchant du bâtiment, j'ai observé une grande quantité de débris venant de la structure elle-même. J'ai inspecté le petit magasin qui avait subi des dommages considérables et vu les dégâts. Je pouvais assurer avec certitude que l'explosion s'était produite derrière le magasin, car tous les débris avaient été propulsés vers Caroline Street. J'ai continué d'avancer et j'ai noté la présence de débris de ce qui était apparemment une voiture et qui avait été soufflée par l'explosion. La voiture avait dû se trouver soit au-dessus, soit juste à côté de l'explosion. Ou alors l'explosion s'était produite à l'intérieur du véhicule. Tout laissait penser à un attentat à la bombe. Ça ne ressemblait pas du tout à ce qui se passe quand le réservoir GPL d'une voiture explose. J'avais déjà vu d'autres explosions de véhicules. Donc en me fiant à mon expérience, pour moi, il s'agissait d'un acte criminel. Et visiblement, une personne était présente sur les lieux au moment de l'explosion. Quand l'explosion a résonné ce matin dans cette rue huppée de South Yarra, il semblait y avoir eu plus de peur que de mal. Une jeune femme de 22 ans qui étudiait au 3e étage du bâtiment qui en compte 5 s'en est tirée avec une simple égratignure à la main, mais en fin de matinée, l'affaire a pris une nouvelle tournure, cette fois tragique. Le directeur adjoint de la police criminelle, Paul Delanus, a annoncé que des restes humains avaient été trouvés dans les décombres. Le corps est en centaines de morceaux. Les restes trouvés étaient sans aucun doute ceux d'une personne qui était extrêmement proche de l'engin quand il s'est déclenché. Mais il était bien trop tôt pour suggérer qu'il s'agissait du poseur de bombes. On n'en savait rien, il pouvait s'agir de la cible. C'était peut-être sa voiture et l'engin s'était déclenché quand il était monté dedans. Il avait de toute évidence un rôle dans l'affaire, mais lequel, il était trop tôt pour le dire. Bien sûr, quand on a su ça, l'affaire a pris une autre dimension. Il y avait eu meurtre. Une voiture a été pulvérisée sous l'effet d'une explosion d'une puissance extraordinaire. Et un homme, vraisemblablement le poseur de bombes, a été déchiqueté. Des magasins et des bâtiments alentours ont été sérieusement endommagés. Parmi eux, des bureaux officiels attirent l'attention des enquêteurs. Ils sont situés au premier étage d'un immeuble 44 Caroline Street. Une réunion a eu lieu, au cours de laquelle nous avons été informés qu'on présumait qu'il s'agissait d'un attentat à la bombe et que le bâtiment visé était le consulat turc. Des agents du renseignement nous ont dit qu'à ce stade de l'enquête, il fallait probablement chercher notre suspect du côté des Arméniens. Le peuple arménien était très en colère parce que le gouvernement turc refusait de reconnaître le génocide contre le peuple arménien qui avait eu lieu en 1915. Et en 1980, 6 ans plus tôt, le consul général de Turquie avait été abattu. Le meurtre a eu lieu peu avant 10 heures ce matin. Alors que le consul général, M. Sariak Ariak, sortait de son allée, 2 hommes à moto ont surgi. Le garde du corps de M. Ariak, M. Engan Sever, qui voyageait dans un véhicule séparé, a été touché le premier. Plusieurs coups de feu ont été tirés à travers la vitre latérale de sa voiture. Les hommes armés se sont ensuite précipités sur la voiture du consul général et ont tiré au moins 8 fois à travers la vitre du conducteur. M. Ariak a été atteint à la tête et à la poitrine. Il est mort sur le coup.
Je n'en étais pas certain, mais en tout cas, l'hypothèse d'un lien entre les deux enquêtes était intéressante. En général, les affaires qu'on traite sont plutôt du ressort de ce qu'on appelle des crimes traditionnels. Donc, en arrivant à la réunion, on pensait devoir chercher de simples criminels. Mais à la sortie, on a compris que ce serait un autre genre d'enquête cette fois-ci. Environ 40 minutes après l'assassinat de M. Ariak et de son garde du corps, une femme avec un accent étranger a appelé la rédaction de Channel 7 en revendiquant ces assassinats. Elle a affirmé parler au nom d'un groupe appelé les Commandos de la Justice pour le génocide arménien. L'opération en Australie a été menée par des révolutionnaires arméniens et les révolutionnaires arméniens peuvent frapper n'importe où. La femme a affirmé que les attaques du groupe visaient des diplomates et des institutions turques et elle a prévenu que le groupe planifiait de nouveaux attentats. Quand on est arrivé au premier étage qui abritait les bureaux du consulat turc, les dégâts étaient sévères, plutôt extrêmes. Et s'il y avait eu des personnes dans cette zone au moment de l'explosion, il ne fait aucun doute que les pertes humaines auraient été conséquentes. À ce stade, pensez-vous parvenir à une identification ou est-ce impossible? Pour l'instant, tout n'est que spéculation. Nous avons une équipe spécialiste de l'identification des victimes sur place. Tout ce qu'il est possible de faire pour permettre l'identification du corps sera mis en œuvre. Dans les premières recherches sur la scène de crime, nous nous sommes concentrés sur les indices qui pourraient nous permettre d'identifier assez rapidement cette personne. Il apparaissait clairement qu'il ne fallait pas compter retrouver un doigt pour identifier la victime parce que les morceaux du corps étaient assez petits. Il y avait seulement 2 morceaux d'une certaine taille, les pieds et une jambe du mort. Ça voulait dire qu'il fallait chercher particulièrement de la peau sur les paumes de la main. C'est ce qui est utilisé dans le monde entier pour relever les empreintes des personnes et les identifier. Les membres des commandos de la justice pour le génocide arménien ont-ils frappé à nouveau? S'ils veulent avoir une chance de mettre le réseau hors d'état de nuire, les enquêteurs doivent impérativement identifier le cadavre du poseur de bombes. Tandis que les experts recueillent des parcelles de sa peau, des techniciens de scène de crime découvrent dans les décombres un indice prometteur. Dans les tonnes de gravats enlevés et examinés, on a retrouvé des fragments du détonateur et du mécanisme de retardement. C'était un détonateur au mercure. C'était un dispositif assez sophistiqué. Les choses devaient se dérouler ainsi. La bombe devait d'abord être armée, après il fallait mettre le détonateur au mercure dans la bonne position, et d'ailleurs il ressemblait à un dispositif anti-parasite. Donc si quelqu'un le déstabilisait ou déplaçait le véhicule, cela activait la bombe. Nous pensions que les restes humains trouvés sur la scène de crime étaient en fait ceux du poseur de bombes. Il est très probable que cette personne n'ait pas su comment le dispositif fonctionnait en détail. En d'autres termes, ce n'était probablement pas elle qui l'avait fabriqué. Celui qui avait fabriqué cet engin aurait dû savoir qu'il fallait le placer sur une surface plane. Donc la personne qui a posé cette bombe n'était probablement qu'un messager. Nous pensions qu'il ne s'agissait pas d'un kamikaze. L'explosion était accidentelle. L'erreur du poseur de bombes avait évité beaucoup de morts. Mais s'il ne travaillait pas seul, cela voulait dire que d'autres attentats pouvaient avoir lieu. Il était donc capital que la police découvre l'identité du mort pour parvenir à son complice. Nous avons demandé aux agents qui ont tenu cette réunion à notre intention de quel côté nous devions commencer par chercher. Et l'un d'eux nous a conseillé de chercher un nom se terminant par IAN. Une voiture a explosé dans un parking sur les locaux du consulat de Turquie. Le poseur de bombe a été tué par la détonation prématurée. Rien n'a résisté au souffle de l'explosion. Les restes de la voiture ont été propulsés dans les allées de chaque côté de la structure.
L'un des membres du groupe d'intervention spéciale nous a contactés. Ils avaient retrouvé une plaque d'immatriculation abîmée. Ça nous a donné une première direction à suivre. On a fait les vérifications habituelles pour savoir à qui appartenait le véhicule et ça nous a donné une adresse dans Mortimer Street, à Heidelberg. Bien sûr, à ce stade, on ne savait pas si les propriétaires de cette voiture étaient impliqués, ni s'il s'agissait effectivement du véhicule piégé. Nous avons décidé de nous rendre directement à cette adresse, parce que c'était notre piste la plus sérieuse à ce moment-là. On y est allé et on a parlé aux gens qui habitaient là. Il se trouve qu'ils avaient mis une annonce pour vendre leur voiture et vers midi le samedi précédent l'attentat, un homme était venu, avait jeté un œil rapide sur la voiture et l'avait achetée et était reparti avec. Malheureusement, les vendeurs ne pouvaient pas nous donner beaucoup d'informations. La seule description qu'ils ont pu nous donner de l'homme à qui ils avaient parlé est qu'il était de type oriental. Il n'avait ni nom ni adresse. Il devait régler la paperasserie plus tard. Donc la piste ne nous menait pas bien loin. Bien que la rue de banlieue où la voiture piégée a été achetée se trouve éloignée du consulat général de Turquie, elle n'en devient pas moins une scène de crime secondaire. Les inspecteurs de la police criminelle espèrent y découvrir de nouveaux éléments qui permettront d'identifier l'acheteur du véhicule. Je crois que c'était 2 ou 3 maisons plus bas. J'ai demandé aux occupants de cette maison s'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel ce jour-là, et ils ont répondu que oui. Au même moment, en face de la maison des vendeurs, il y avait une voiture rouge dont le moteur tournait. C'était un détail intéressant. Normalement, on ne remarque pas ce genre de choses. Mais l'une des filles attendait que son amie vienne la chercher. Et quand elle a entendu la voiture devant la maison, c'était une rue tranquille, elle a cru que c'était lui. Ce n'était pas le cas, mais elle s'est dit qu'elle devait rester dehors pour l'attendre. Elle est restée assise pendant plusieurs minutes dehors, en regardant cette voiture dont le moteur tournait, ce qui est plutôt suspect. Elle n'a pas été capable d'identifier la personne dans le véhicule, mais a donné une description précise de la voiture. C'était une berline rouge, Holden Commodore, et soit elle était neuve, soit elle était tellement lustrée qu'elle paraissait neuve. Peut-être une voiture de location. Le rapprochement entre ces deux événements est évident, et il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. Le premier homme était-il l'infortuné messager et le deuxième son complice? Pendant qu'on faisait du porte-à-porte et qu'on recueillait des témoignages, d'autres enquêteurs nous ont informé qu'ils avaient récupéré un portefeuille sur la scène de crime qui contenait un ticket de bus avec un nom dessus, Jacobsen. Il indiquait que le voyageur était arrivé à Melbourne tôt le samedi matin. Le ticket mentionnait un voyage retour et M. Jacobsen avait un siège réservé dans le car qui retournait au même moment à Sydney. Alors on s'est débrouillé pour intercepter le car et comme prévu, le siège de M. Jacobsen était vide. Cela nous laissait penser que la personne qui avait ce billet au nom de Jacobsen était bien la personne tuée par la bombe. Mais en achetant son billet pour Sydney, le mystérieux monsieur Jacobsen n'a laissé aucune coordonnée. Faute de mieux, les enquêteurs s'en remettent à leur instinct. Celui qui se fait appeler Jacobsen serait-il aussi le loueur de la Holden Commodore rouge? On pensait que la voiture rouge était une voiture de location. Alors on s'est dit, allons voir les loueurs de voitures aux alentours de la gare routière. Chez un loueur à bas prix, j'ai demandé s'ils avaient loué des Commodore rouges. Ils n'ont fait aucune histoire pour nous montrer leur dossier. Il n'y en avait pas énormément, si je me souviens bien, mais en les feuilletant, je suis tombé sur le nom Levon Demirian, parmi les derniers. Il m'a sauté aux yeux parce que ce nom se terminait en Yann, et c'était vraisemblablement un nom arménien. Là, on tenait notre premier indice concret. On avait une piste avec le nom d'un suspect.
L'autre nom, Jacobsen, n'était qu'un nom sur un registre. On avait donc deux noms, mais un seul était bien réel et il fallait qu'on commence à chercher celui qui le portait vraiment. Évidemment, on a pensé que Jacobsen et Demirian pouvaient être une seule et même personne, mais on n'en était pas sûr. C'était encore trop tôt pour le dire. On savait qu'il y avait une personne décédée avec un ticket de bus dans sa poche au nom de Jacobsen. Et on avait une personne, apparemment d'origine arménienne, qui avait loué cette voiture. On commençait à mieux cerner tout ça, et on était assez confiant sur le fait qu'on avait peut-être identifié le coupable. Mais dans le portefeuille retrouvé, un indice va les orienter dans une direction totalement différente. Le détachement spécial chargé d'enquêter sur l'attentat à la bombe du consulat turc a découvert deux noms importants. Un monsieur Jacobsen, qui a voyagé en car de Sydney à Melbourne, et un monsieur Demirian, dont le nom se termine par les fameuses lettres IAN. Mais ces noms ne font-ils qu'une seule et même personne? Dans le portefeuille, on a trouvé une note avec le nom Queen's Lodge Motel inscrit dessus. Or, la personne qui avait loué la voiture rouge sous le nom de Levon Demirian avait donné comme adresse le Queen's Lodge Motel. On est donc allé au motel poser des questions. Le portier de nuit a pu nous dire que Demirian ne résidait plus là. Il l'avait vu quitter l'hôtel vers 1h du matin le dimanche. C'était environ 1 heure avant l'explosion de la bombe. Et on l'a vu revenir au Queen's Lodge entre 3h et 3h15 la même nuit. Il nous a également dit qu'en revenant à l'hôtel à 3h, il avait demandé qu'on le réveille vers 6h du matin, je crois. Il est parti peu après ça. En partant, il a laissé les clés de la Commodore rouge à la réception. Ça nous indiquait que Demirian ne pouvait pas être le mort et qu'il n'était pas à l'hôtel entre 1h et 3h, sachant que la bombe avait explosé à 2h15. Pour moi, cela constituait une preuve vraiment cruciale. Nos recherches ont révélé que Levon Demirian résidait en Nouvelle-Galles du Sud. Il n'y avait aucun casier judiciaire à ce nom, ni dans l'État de Victoria, ni en Nouvelle-Galles du Sud. Mais les agents du renseignement avaient établi qu'il était impliqué dans des organisations liées au groupe arménien. Moins de 24 heures après l'explosion de la bombe, Demirian est de retour chez lui à Sydney. Des officiers de surveillance sont sur place. Si la bombe s'était déclenchée le lundi matin comme prévu, c'est ici qu'il se serait trouvé et personne n'aurait fait le rapprochement. Mais la bombe a explosé prématurément et une piste a conduit la police à sa porte. Levon Demirian est-il impliqué dans l'affaire? C'est probable. Il appartient à une organisation arménienne et son emploi du temps à Melbourne le rend également suspect. Néanmoins, pour que les policiers puissent le relier à l'attentat, ils doivent parvenir à identifier rapidement le poseur de bombe. En explorant la scène de crime, j'ai repéré un certain nombre de lambeaux de peau. Ils étaient dans l'allée nord, derrière le bâtiment du consulat turc. Ils faisaient à peine la taille d'une pièce de 5 ou 10 cents. C'était juste des bouts de peau. Il n'y avait pas du tout de chair avec. On espérait naturellement qu'ils provenaient des paumes de la main pour pouvoir identifier le mort. Il n'a pas été difficile d'obtenir une empreinte. Il a suffi de tremper la peau dans de l'encre et de l'appuyer sur une feuille de papier. Les empreintes étaient assez nettes et contenaient suffisamment de marqueurs pour une identification formelle. En 1986, la technologie informatique n'est pas encore très utilisée. Les experts en empreintes ont besoin que les enquêteurs leur donnent d'abord un nom pour explorer ensuite leurs fichiers dans l'espoir que le suspect y soit répertorié. À ce stade de l'enquête, ce nom est donc d'une importance capitale.
On a été informé que M. Demerian s'était rendu dans une agence de voyage le lundi matin et avait réservé un billet d'avion pour Beyrouth. En outre, il avait rasé sa barbe, ce qui a bien sûr renforcé nos soupçons. Le vol réservé en question était pour le mercredi 26 au matin. On était lundi après-midi, on était tous très fatigués. La plupart d'entre nous n'avaient pas dormi depuis le samedi matin. Mais on savait que notre principal suspect s'apprêtait à quitter le pays. Il fallait absolument qu'on identifie la personne qui était morte. Alors on a concentré tous nos efforts là-dessus. Il nous fallait en apprendre le plus possible sur Levon, en particulier pour trouver ses complices et rechercher parmi eux quelqu'un qui avait disparu. Les différentes agences de renseignement et enquêteurs en Nouvelle-Galles du Sud ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un ami très proche de Demerian, un certain Agob Levonian. Les enquêteurs nous ont transmis le nom d'Agob Levonian pour faire une vérification avec les empreintes obtenues grâce aux morceaux de peau. Nos recherches n'ont rien donné. Ces empreintes n'avaient pas été enregistrées dans ce pays. Agob Levonian était un père de famille tranquille, qui travaillait comme sertisseur en joaillerie. Il n'avait pas de casier judiciaire. Nous avons parlé à ses collègues qui, en gros, ont corroboré ce qu'on savait déjà, à savoir que c'était un homme assez affable, paisible, mais juste avant l'attentat, il s'était montré légèrement agité. Selon son collègue, en quittant son travail le vendredi après-midi, il lui a serré la main de façon prolongée et il semblait très nerveux en disant au revoir. Il n'a pas juste dit « à bientôt » ou quelque chose comme ça. Il lui a donné une longue poignée de main et lui a dit « au revoir ». Avec le recul, on peut se demander s'il ne disait pas adieu. On était un peu perplexe parce que ça ne collait pas tout à fait avec ce qu'on savait. Le fait que M. Levonian n'avait pas prévu de mourir dans l'attentat. Mais peut-être était-il simplement conscient du risque. Transporter une bombe dans un bus public comportait forcément des risques. Levon Demerian est sur le point de quitter le pays pour se rendre au Liban. Pressé par le temps, les enquêteurs décident de ne pas attendre le résultat de l'analyse des empreintes digitales retrouvées sur la scène de crime. Supposant qu'elles appartiennent à Agob Levonian, alias Jacobsen, ils obtiennent des mandats pour perquisitionner les domiciles des deux suspects. S'ils se trompent, c'est toute la suite de l'enquête qui sera compromise. Le risque encouru est énorme, mais l'urgence de la situation ne leur laisse pas d'autre choix. Ce n'est pas qu'on voulait vraiment y aller. Il était encore tôt dans l'enquête, la scène de crime n'avait pas encore été examinée à fond et on n'avait pas collecté énormément d'éléments et de matière à analyser. Mais si nous avions attendu, il aurait peut-être fui le pays entre-temps. Et une fois au Liban, nous ne l'aurions jamais revu. Les médias étaient très présents. Beaucoup montraient du doigt la communauté arménienne. Alors on a décidé d'exécuter la commission rogatoire le lendemain matin. Les perquisitions ont démarré à l'aube. Des dizaines de policiers de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria et d'agents fédéraux ont convergé vers 3 adresses au nord de Sydney et une à Canberra. Leur objectif, arrêter un groupe d'Arméniens soupçonnés d'avoir commis un attentat à la bombe dimanche dernier au consulat de Turquie sur Toorak Road. Nous avons saisi énormément de preuves. Il y avait un petit cahier avec dedans l'adresse du consulat turc à Melbourne, 44 Caroline Street, avec le nom des membres du personnel. Nous avons trouvé beaucoup de gadgets et de composants, de fils qui étaient similaires à ceux utilisés pour la bombe à Melbourne. Dans un tiroir, on est tombé sur une note d'un restaurant, le Pitt Restaurant. Et dessus figurait le nom du Queen's Lodge Motel et un numéro de téléphone. Dans le coin en bas à droite était inscrit le numéro 13. Ce qui était important là-dedans, c'est que dans le portefeuille découvert sur la scène de crime se trouvait le double de cette facture. Je crois qu'à ce moment-là, on a été soulagés parce qu'avec ce document, on a eu le début de connexion qui nous manquait.
Une autre unité de police a perquisitionné ce restaurant de Lane Cove appartenant à l'un des Arméniens d'Epping, saisissant des documents et d'autres objets. La police scientifique explore maintenant les lieux pour trouver un lien avec la bombe de Melbourne. Les détonateurs et les explosifs étaient les mêmes que ceux utilisés dans la bombe à Melbourne. En fouillant le restaurant, nous sommes tombés sur un catalogue de vacances dans lequel était entouré l'hôtel Queen's Lodge. C'était une preuve de plus reliant l'Evon Demirian aux explosifs et au Queen's Lodge Motel. Cet après-midi, 3 mandats d'extradition ont été émis par l'État de Victoria à l'encontre de l'Evon Demirian, 34 ans, vivant à Epping. Il paraîtra demain devant le tribunal central de Sydney pour répondre de 3 accusations. Conspiration avec intention de nuire à autrui, dommages volontaires sur des biens et usage d'une substance explosive. Il a été emmené en détention. Peu après, je l'ai interrogé. Levon a admis qu'il était à Melbourne à l'heure du crime. Il a admis devant moi avoir loué la voiture rouge, payé avec sa carte bleue et s'être rendu avec Agob à Heidelberg pour acheter la Torana blanche. J'ai dû lui suggérer à ce moment-là qu'Agob était peut-être mort. Il est devenu très agité et s'est mis à pleurer. À partir de là, il a insisté pour qu'on lui appelle un avocat, ce qu'on a fait. Et Levon a décidé de ne plus faire aucune déclaration au sujet de l'affaire. De toute évidence, Levon Demirian, le cerveau de l'organisation, ignorait que Levonian, son complice et ami, avait péri dans l'attentat. Alors qu'il décide de ne plus répondre aux questions des enquêteurs, une nouvelle preuve matérielle va parler à sa place. Durant la perquisition au domicile de Demirian, on a trouvé dans la corbeille à papier un duplicata du reçu de carte bleue pour le restaurant. Au dos figuraient 3 adresses. Celle du loueur de voitures au nord de Melbourne, celle de la gare routière, et la 3e nous a fourni un autre axe intéressant à suivre dans l'enquête. C'était l'adresse du Park Royal Hotel, à Melbourne. Le réceptionniste du Park Royal Hotel a pu nous dire qu'une personne du nom de Levon Demirian avait réservé une chambre à son nom et qu'il avait payé pour la chambre le dimanche matin après l'attentat. Nous avons aussi découvert que la note de Levon comprenait repas et boissons. Le manager du restaurant nous a indiqué que Levon Demirian y avait mangé la veille de l'attentat, le samedi. Et quand on a parlé à un serveur de service ce jour-là, il a identifié Agob Levonian comme étant l'homme qui était avec lui. Ça établissait clairement que Demirian et Levonian étaient bien ensemble le samedi midi avant l'attentat. Bien que ce soit Demirian qui ait réservé la chambre, notre conviction était que celui qui l'avait occupé était en fait ce monsieur Jacobsen, ou en réalité Agob Levonian. Les recherches sur la scène de crime ont permis de trouver un tout petit morceau de clé dans les décombres d'environ 1 centimètre, là où se trouvait la bombe. Il correspondait exactement aux clés utilisées au Park Royal Hotel. C'était une preuve circonstancielle de plus qui reliait Demirian à Levonian et à la bombe. Mais on n'avait toujours pas identifié formellement la victime comme étant Levonian, et il nous incombait de le faire pour le procès. Si on voulait que Levon Demirian soit inculpé, il nous fallait prouver qu'il s'agissait d'Agob Levonian pour que le jury puisse dire que ces 2 hommes avaient conspiré pour commettre cet attentat à la bombe. Au domicile de Levonian, une veste de sa penderie correspondait à un échantillon de tissu prélevé sur la scène de l'attentat. Ce qui créait un lien avec la personne qui portait le pantalon coordonné à la veste trouvée chez Levonian. Sans les empreintes d'Agob Levonian dans nos fichiers, il fallait trouver un autre moyen d'identifier les lambeaux de peau.
Nous avions besoin que les enquêteurs nous fournissent un document que seul Agob Levonian aurait touché pour pouvoir comparer les empreintes sur le document et celles des lambeaux de peau. De nombreux papiers, documents et livres sont saisis dans l'espoir que l'un d'entre eux comporte une empreinte nette d'Agob Levonian. Ma tâche, c'était de prendre les empreintes à l'encre que j'avais récoltées à partir de la peau et de les comparer aux empreintes sur les documents. L'un des documents saisis dans la perquisition était un grand facturier. Il y avait de bonnes empreintes de paume sur l'arrière des pages des factures parce qu'il était assez épais, et donc, pour le maintenir ouvert, il fallait appuyer sur les pages avec force. L'une des pages contenait une empreinte assez nette. Quand j'ai regardé de près, j'ai compris que le lambeau de peau que j'avais trouvé dans l'allée portait la même empreinte que celle qui était au dos de ce livre de facturation. Il était le seul à utiliser ce facturier. Par conséquent, la personne qui avait explosé avec cette bombe était effectivement Agob Levonian. En 72 heures, les enquêteurs sont parvenus à identifier formellement le poseur de bombes et à réunir un nombre impressionnant de preuves indirectes reliant Levonian à Demirian, les auteurs de l'attentat. Le témoignage d'un garçon de 8 ans, très observateur, va leur permettre de corroborer leurs informations et de boucler définitivement l'enquête. Le 22 novembre, une famille s'est rendue à une fête à la campagne. Ils en étaient repartis tard le soir ou plutôt tôt le lendemain matin. Au retour, leur voiture est tombée en panne d'essence. J'étais dans la voiture avec ma mère. Mon père avait vu une station essence un peu avant dans la rue. Alors il y est parti à pied. Il s'était mis en route quand une Torana blanche s'est arrêtée et garée juste derrière notre voiture. Un homme en est descendu. Il a ouvert le capot comme s'il avait une panne. Il était plutôt bien habillé, les cheveux raides et longs, à peu près jusqu'aux oreilles. Il portait des lunettes et il avait la peau mate. Je pense qu'il était d'origine étrangère. J'ai trouvé ça étrange parce qu'il avait relevé le capot, mais il ne s'intéressait pas du tout au moteur. Et pas longtemps après, une autre voiture est arrivée dans la direction opposée, a fait demi-tour et s'est garée directement derrière la voiture blanche. Un type est descendu de l'autre voiture. Je me rappelle qu'il était très chevelu et il avait une moustache. Ils ont commencé à parler. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Ils devaient parler dans une langue étrangère. Moi et ma mère, on était lancés dans un jeu à ce moment-là. C'est sûrement à cause de ça que je me rappelle autant de choses. Je me souviens qu'on a parlé de la plaque d'immatriculation, une plaque en noir et blanc. Et dessus, il y avait écrit Victoria. Et elle comportait 2 4. Je savais de quel modèle de voiture il s'agissait parce qu'à l'époque, ma grand-mère avait la même. Mon père est revenu de la station essence et je me souviens avoir regardé les deux types qui se tenaient derrière le capot de la voiture blanche. Le conducteur de la voiture blanche montrait à l'homme de l'autre voiture quelque chose dans le coffre. Mon père a versé l'essence, mais ça n'a pas suffi à la faire démarrer. Alors il est retourné à la station. Et cette fois, je suis allé avec lui. Elle devait être à 2 ou 3 pâtés de maison. Arrivé à la station, je me souviens avoir entendu une explosion, sans y faire très attention sur le coup. Ça pouvait être n'importe quoi. On a pris assez d'essence et on est retourné à la voiture. Les 2 hommes étaient partis. Les voitures avaient disparu. On a repris la route, tourné à l'angle, et là, il y avait des véhicules de pompiers et de police partout. Il y avait plein de fumée. J'avais 8 ans à l'époque et pour moi, à ce moment-là, je n'ai pas fait le rapprochement. C'est le lendemain à la maison, quand on a vu la voiture blanche à la télé, que j'ai fait le lien. Je l'ai reconnue tout de suite. Alors on a appelé la police. La police pense que Levonian et son commanditaire de Sydney, Levon Demirian, ont placé la bombe sous le consulat dans Caroline Street et que Levonian a été pulvérisé dans l'explosion. La voiture piégée était un modèle Torana blanc acheté la veille. Aujourd'hui, une famille a affirmé à l'audience préliminaire de Demirian avoir vu une voiture similaire à South Yarra quelques minutes seulement avant l'explosion. La sincérité de ce garçon de 8 ans était indéniable. Vous pouviez voir qu'il disait la vérité.
il n'avait aucune raison de mentir. Il se rappelait la plaque qui contenait 24 et effectivement, la voiture de la bombe avait les numéros 440 dans son immatriculation. Il nous a donné une très bonne description des conducteurs des deux voitures et plus tard, il a identifié M. Levonian sur une photo et Levon Demirian à l'audience préliminaire. C'était une preuve très importante parce qu'elle ne provenait pas de l'enquête de la police. On avait un témoin visuel indépendant. D'après nous, voilà comment les événements se sont déroulés. Nous étions convaincus que Demirian était le cerveau dans l'organisation de cette action. Monsieur Demirian s'est montré publiquement à Melbourne pour se forger un alibi, parce que je pense qu'il savait que la police et beaucoup de gens s'intéressaient à lui. Je ne pense pas qu'il était assez bête pour ne pas savoir qu'il serait suspecté. Son plan était de rester dans un lieu public. Agop Levonian, quant à lui, devait venir à Melbourne et apporter la bombe là-bas en voyageant en car sous le nom de Jacobsen. 7 ou 8 voyageurs ont formellement identifié Agop Levonian. Ils l'avaient remarqué, pas à cause de son physique, mais de son comportement. Je me rappelle qu'une dame a dit qu'elle l'avait remarqué parce qu'il n'arrêtait pas de manger des sucettes, probablement parce qu'il était nerveux. Bien sûr, Levon Demirian a admis avoir loué la Commodore rouge et être allé chercher Agop Levonian à la gare routière. Les inspecteurs sont convaincus qu'après avoir acheté la Torana, les deux hommes ont déjeuné ensemble. C'est probablement en sortant du restaurant qu'ils ont échangé leur voiture. Demirian a alors confié à son ami Agop Levonian le soin de transporter la bombe devant le consulat de Turquie et d'amorcer le détonateur. Ensuite, Agop a pris la Torana blanche et l'a garée derrière le consulat turc. Lorsqu'il est descendu de la voiture, il est allé à l'arrière du véhicule. Ensuite, Agop Levonian a placé la bombe dans le sac sur la banquette arrière, mais il ne l'a pas posée à plat. Ou plutôt, il l'a posée à plat, mais la banquette n'était pas une surface plane. Dès qu'il a installé le détonateur dans la bombe, comme la surface n'était pas plane, elle a explosé. Finalement, c'est la sophistication de la bombe, gage supposé de son efficacité, qui permettra à la police d'assembler les pièces du puzzle. Si Levonian n'avait pas fait une erreur avec le détonateur, l'affaire n'aurait peut-être jamais été résolue. Demirian a été inculpé de meurtre, conspiration en vue de nuire à autrui et destruction de biens. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de chef d'accusation spécifique au terrorisme. Les charges retenues étaient donc uniquement liées à ces crimes. Au terme de 13 jours de procès, le procureur de la Couronne a accusé Levon Demirian et son ami Agop Levonian d'avoir conspiré pour faire sauter le consulat turc pour protester contre le refus des Turcs de reconnaître le génocide arménien. La défense de Demirian, David Galbali, a prétendu que son client avait été trompé par son meilleur ami et ne savait rien de son plan de faire exploser le consulat. Le jury, composé de 6 hommes et 6 femmes, a commencé à délibérer juste avant midi aujourd'hui et peu avant 17h, son président a indiqué qu'il était parvenu à un verdict. Coupable pour les charges de conspiration et meurtre. Demirian devra purger une peine de 25 ans de prison. Les 10 ans pour conspiration seront confondus dans cette peine. Monsieur Justice Kay a adressé une mise en garde explicite à tous ceux qui seraient tentés de conspirer en vue de commettre des actes de terrorisme. Levon Demirian a fait appel de la sentence. La condamnation pour conspiration a été confirmée, mais celle du meurtre de son meilleur ami ayant été abandonnée, sa peine a été réduite à 10 ans de détention. Peine qu'il purge toujours dans un quartier de haute sécurité. À la suite de cette affaire, la législation australienne a considérablement alourdi les charges retenues contre les auteurs d'actes terroristes. Sachez encore, pour l'anecdote, que si vous visitez un jour le musée de la police de Victoria, vous pourrez y découvrir des débris divers récupérés sur le site de l'explosion. Ainsi se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.